je sais pas si vous voulez. Merci, M. Valmadon. Je crois que j'ai peut-être pas besoin du micro, je crois. Si on parle fort. Merci. C'est peut-être plus agréable. Alors. Donc je prends les choses avec effectivement un certain recul, d'un petit peu haut, j'espère pas trop haut. Et ce que je cherche à faire, c'est une espèce de panorama un peu des défis qui nous attendent. Merci beaucoup. Et j'aimerais commencer par une petite histoire comme ça, très rapide, de l'importance que revêt la question de l'énergie pour nos propres sociétés. Et vous verrez qu'on ne peut pas distinguer en fait les questions d'énergie des questions démocratiques. Alors, première citation d'un biologiste des années 40-50, montrant à quel point pour toute espèce, quelle qu'elle soit, l'accès à l'énergie et l'utilisation de l'énergie est quelque chose de fondamental. Cela dit, alors les hommes en l'occurrence ont été très très doués, peut-être un peu trop comme on le verra. Ça risque de nous poser quelques petits problèmes. Je passe très vite. Voilà, vous avez eu un usage bon, très ancien, si vous voulez, de la question de l'énergie, y compris de certains aspects, mais très minimes, de l'énergie fossile. Vous avez effectivement, et on peut s'interroger là-dessus, à un moment donné où on va libérer en quelque sorte l'humanité de la tutelle de l'esclavage, et ce n'est pas sans rapport avec l'accès aux énergies fossiles. Et pour continuer là-dessus, je vais faire une très très brève histoire, si vous voulez, du devenir de notre monde et montrer comment l'énergie a joué un rôle extrêmement important. Le chiffre qui est important, c'est celui de 1776, où si vous aviez à l'époque comparé les nations les plus riches et les nations les plus pauvres, vous n'auriez jamais pu trouver un écart supérieur à 1 à 2. Systématiquement, il était inférieur à 1 à 2. C'est très simple. L'énergie dont on disposait était à peu près égale partout. En revanche, dès qu'on va rentrer dans l'usage intensif des énergies fossiles, eh bien, les écarts de richesse entre les pays vont exploser. Là, vous voyez, par exemple, en 2010, eh bien, un habitant général du Qatar est 428 fois plus riche qu'un habitant du Zimbabwe. Et je n'ai évidemment pas pris le Liechtenstein, qui est le pays au PIB le plus élevé, parce que, comme vous le savez, il y a essentiellement des banques, donc ça fausse un peu quand même la réalité. Pour le comprendre, il suffit de se mettre face à un baobab avec une hache d'un côté et une tronçonneuse, voire encore un appareil plus sophistiqué, et évidemment, vous comprenez la différence. Mais ce n'est pas simplement factuel dans ce type-là. Très très rapidement, en évoquant deux aspects de ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire environnementale. On avait l'habitude de concevoir que l'histoire des sociétés influait sur l'environnement. Mais ce qu'on a découvert depuis une trentaine et une quarantaine d'années avec d'excellents historiens, c'est que l'environnement peut parfois influer de façon décisive sur l'évolution d'une société. Très rapidement, j'aime beaucoup cet exemple. Prenez d'un côté l'Angleterre et d'autre la région de Shanghai en Chine, et vous les prenez en 1800, au seuil du 19e siècle. Et vous analysez ces deux contrées avec un regard qui est celui de l'économiste néoclassique. Eh bien, normalement, le pays où on aurait dû voir apparaître la révolution industrielle, c'était la Chine, même sur un plan technologique. En termes, si vous voulez, de statut, de contrat de travail, de monnaie, d'organisation des banques, etc., par bien des côtés, dans la région de Shanghai, la Chine était supérieure à l'Angleterre. Et pourtant, comme vous le savez, c'est évidemment en Angleterre qu'est apparue la révolution industrielle, tout simplement parce que les Anglais, en réussissant à construire des pompes à exhaustion de l'eau, des pompes à vapeur, ont d'un seul coup fait exploser la rentabilité de l'exploitation minière. Ils ont eu d'un seul coup de l'énergie en quelque sorte à gogo, et quand je dis à gogo, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, même vers 1840, s'il avait fallu produire par des forêts l'équivalent de l'exploitation du charbon d'alors, il aurait fallu au moins 7 fois la surface de l'Angleterre, et c'est beaucoup plus évidemment à la fin du siècle. Et quand on regarde l'effet de serre aujourd'hui, eh bien, il est essentiellement anglo-américain. Je ne fais pas du lentille anglo-saxon primaire, c'est tout simplement que, effectivement, eh bien, la révolution anglaise et ensuite la révolution industrielle, mais conduite par certains côtés à un moment donné aux États-Unis, avec la poussée de la consommation, fait qu'effectivement nos responsabilités historiques sont très importantes. Non seulement les Anglais ont pu, si vous voulez, accéder à une énergie à gogo, mais grâce aux colonies, ils ont pu aussi accéder à des matières, le coton, aussi dans une quantité infinie que jamais leur territoire n'aurait pu produire. Et c'est précisément le fait que par ces techniques, ils ont pu lever 2 boulots d'étranglement
que l'Angleterre a pu rentrer dans la révolution industrielle. En revanche, eh bien, les mines en Chine étaient tout au nord du pays, très loin de la baie de Shanghai. Le problème de l'exploitation des mines en Chine n'était pas du tout le même, c'était pas du tout leur inondation, c'était au contraire des poussières d'expansion qui pouvaient provoquer des explosions. Et puis évidemment, la Chine n'avait pas d'empire colonial. Alors, on a un autre exemple qui est tout aussi intéressant pour nous. Alors là, je vous donne quelques chiffres pour vous montrer d'un seul coup cette explosion énorme de l'accès à l'énergie et de l'accès à un matériau. Alors, si je pousse un petit peu plus loin, eh bien, regardons aussi, on a aussi un autre aspect, c'est-à-dire que non seulement, effectivement, l'accès aux énergies fossiles et l'exploitation des énergies fossiles a libéré en quelque sorte ce processus extraordinaire d'accumulation de richesses, qui a débouché sur un accroissement de certaines inégalités, mais en même temps, si on regarde de façon plus fine, eh bien, on peut aussi faire un lien entre l'énergie fossile qu'on a tout d'abord dans un premier temps exploitée, mais qu'on n'a jamais cessé d'exploiter. Vous savez que la consommation mondiale de charbon ne cesse d'augmenter, eh bien, donne un profil démocratique qui n'est pas le même que celui du pétrole. Effectivement, si vous regardez le charbon, compte tenu de sa matérialité, c'est une énergie, si vous voulez, dont la matérialité est très très particulière, qui exige beaucoup de main-d'œuvre pour l'exploiter, beaucoup de main-d'œuvre pour la transporter, y compris l'exploitation finale. Pour une locomotive, vous avez besoin d'un chauffeur et d'un chargeur. Eh bien, ça va donner un pouvoir extrêmement important à une partie de la classe ouvrière, et ça va permettre. Eh bien, on ne peut pas comprendre, si vous voulez, dans les différents pays occidentaux, l'explosion du droit syndical, etc., qui est une réponse à cette puissance donnée à une certaine partie de la société par ce type d'énergie. En revanche, quand vous allez voir arriver le pétrole, eh bien, les caractéristiques sont rigoureusement inverses. Avec le charbon, on avait besoin de l'exploiter très près de son lieu d'exploitation, on avait besoin d'une main-d'œuvre extrêmement importante. La technicité était plutôt du côté de l'ouvrier. Au 19e et encore dans la première partie du 20e, l'ingénieur ne va jamais dans les galeries, c'est l'ouvrier qui le fait, c'est lui qui sait repérer les filons, c'est lui qui sait étayer, c'est lui qui a l'expertise technique. Pour le pétrole, évidemment, c'est l'ingénieur qui va acquérir cette compétence. Et du coup, eh bien, le profil démocratique de nos sociétés va changer. Donc on ne peut pas regarder la question de l'énergie avec un angle, si vous voulez, d'ingénierie pure. En ce sens que le type d'énergie, la façon dont on exploite, a des conséquences extrêmement importantes sur le profil général d'une société, sur sa démocratie, sur son organisation dans tous ses détails. Je voulais juste faire ce petit rappel. Alors, vous voyez là, ces cours, vous pourrez les retrouver partout, elles ne sont pas simplement que pour l'énergie. Quel que soit le domaine des activités humaines que vous allez considérer, eh bien, ce domaine explose à compter des années 50. C'est-à-dire qu'on franchit vraiment une étape. Nos sociétés sont ensuite, qualitativement, quant à leur puissance de transformation du monde, totalement différentes de leurs devancières. Et les conséquences de cette différence, on commence seulement maintenant à les percevoir, parce qu'une des caractéristiques des problèmes environnementaux, c'est leur grande inertie. C'est le temps très long de réponse des écosystèmes aux modifications qu'on leur inflige. Donc c'est seulement maintenant qu'on commence à comprendre et à voir certains premiers effets de ce changement fondamental qui date maintenant d'une soixantaine d'années. Alors reprenons un petit peu, là je vais très vite, la répartition donc, des différentes sources d'énergie primaire. Donc, avec effectivement, ensuite, après la question de l'énergie finale, je passe là-dessus, c'est parce que, comme je dois aller assez vite par rapport à mes transparents, je voudrais maintenant poser la question, si vous voulez faire un peu une espèce d'état des lieux de disponibilité en termes d'énergie fossile d'un côté, et vous verrez un état des lieux des disponibilités en termes de métaux. Parce que pour autant que l'on va chercher, que l'on doit chercher à sortir d'énergie essentiellement carbonée, vous verrez que la disponibilité en termes de métaux est fondamentale pour ce faire. Et donc, on va voir qu'on a un jeu croisé entre d'un côté les énergies fossiles et de l'autre la disponibilité en termes de métaux. Donc là, c'est un transparent qui s'arrête, si vous voulez, avant le boom de la consommation énergétique avec l'entrée et de la Chine et de l'Inde et du Brésil en termes de consommation de masse. Mais là, vous voyez très bien qu'en termes de taux de découverte et d'importance des découvertes, eh bien, on a un pic. Début des années 60, une quinzaine d'années derrière pour le gaz, et on a ensuite une baisse importante
des découvertes.